Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que du coup, mon intervention avec celle du président de Commission des lois sera assez complémentaire. En tout cas, merci beaucoup, mesdames, pour vos présentations. Alors, je crois qu'il y a un point sur lequel on pourra être d'accord, c'est que il y a un manque de moyens du budget de la justice et que celui-ci est assez flagrant. On le retrouve d'ailleurs dans tous les secteurs, plus particulièrement dans 4 domaines. La masse salariale, qui est insuffisante au regard des plafonds d'emploi, on aura l'occasion d'y revenir. Les frais de justice et les moyens de fonctionnement pour lesquels les charges à payer ne sont plus sérieusement recensées, les dépenses d'investissement qui sont sacrifiées pour assurer les autres postes de dépenses et, in fine, les dépenses d'aide juridictionnelle toujours soutenues et que l'on finance, hélas, par des expédients. Et d'ailleurs, le garde des Sceaux lui-même le rappelait dans une interview du journal du dimanche du 3 avril dernier. D'ailleurs, j'ai noté avec intérêt, notre commission des finances ne peut évidemment que voir cela avec grand intérêt, que le garde des Sceaux lui-même avait indiqué que la seule loi importante pour son ministère était la loi de finances. Donc, je pense qu'en tout cas, ça mérite du coup une attention tout à fait particulière. Et donc, les questions que je souhaiterais vous poser sont les suivantes. Première catégorie de questions. Vous êtes toutes deux responsables de programme. Dans une vie antérieure, j'ai également eu l'occasion de l'être. En fait, lorsque vous prenez la LOLF, elle avait conçu le rôle du responsable de programme comme un acteur de terrain de la nouvelle action publique. Et donc, selon d'ailleurs, y compris le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le responsable de programme a la charge de l'élaboration et de la mise en œuvre, évidemment, du dit programme. Et donc, à ce titre, il élabore la stratégie et le budget du programme. Il organise le dialogue de gestion, le pilotage de programme et le compte-rendu et la responsabilité inhérente au programme. Et d'ailleurs, si vous êtes toutes deux présentes cet après-midi, c'est à ce titre-là également votre qualité de responsable de programme. Or, ce que l'on constate, c'est que pour qu'un gestionnaire de programme puisse véritablement utiliser toute la palette des outils, encore faudrait-il que les moyens dont dispose le responsable de programme soient à la hauteur des objectifs qui lui sont fixés par ailleurs. C'est un point qu'on avait évoqué tout à l'heure pour le CEA, où il y avait une sorte d'injonction paradoxale. Je voudrais d'ores et déjà relever que j'ai tout de même un peu l'impression qu'on vous impose, en tant que responsable de programme, une sorte d'injonction paradoxale, vous demandant d'atteindre un certain nombre d'objectifs et par ailleurs un décalage assez important par rapport aux moyens dont vous disposez à cet égard. Et d'ailleurs, quand on fait un peu de comparaison internationale, on voit que, par exemple, la justice en France coûte à nos concitoyens 61 € par an. Si on compare avec l'Allemagne, on est pratiquement au double puisqu'on est à 114 €. Et par ailleurs, chose intéressante, un parquetier français traite 2500 procédures par an, là où la moyenne européenne chez les parquetiers est de 615. Donc là aussi, on voit bien qu'il y a là des données tout à fait particulières. Et donc, pardon de le dire aussi directement, quel est le rôle aujourd'hui d'un responsable de programme avec des budgets aussi contraints? Pouvez-vous nous indiquer où existent vos marges de manœuvre? Ça m'intéresse vraiment parce que, en réalité, s'il n'y a plus de marge de manœuvre, finalement, si l'exercice est contraint au point de ne pas avoir de marge de manœuvre, en réalité, il y a là une difficulté majeure. Deuxième type de question. Finalement, le sacrifice des investissements pénitentiaires. Et là, il faut bien le dire, contrairement à ce que dit le gouvernement, la réalité de la situation des investissements au ministère de la Justice, particulièrement cette fois-ci les investissements immobiliers pénitentiaires, est clairement en retrait, et on voit bien qu'il y a une sorte de sacrifice de la partie investissement pour parer au plus pressé, c'est-à-dire au fonctionnement courant, mais ce qui n'arrange évidemment pas la situation sur la durée. J'en veux pour preuve, sur les 4 dernières années, de 2012 à 2015, les montants des annulations sur les dépenses hors personnel de l'administration
pénitentiaire se sont élevés, alors c'est un cumul, à 915 millions d'autorisations d'engagement, donc ça c'est les AE, et 245 millions de CP, évidemment hors loi de règlement 2015. Et je reviens à ce que nous a dit la Cour des comptes à ce sujet. Elle avait observé la chose suivante, et je les cite, « Les annulations et les redéploiements de crédits du titre 5 au profit des dépenses de fonctionnement manifestent un renoncement au projet à moyen et long terme au profit de préoccupations de gestion plus immédiates. La Cour estime que le ministère de la Justice ne peut durablement sacrifier les crédits d'investissement sans compromettre à terme la mise en œuvre de ses missions. » Donc c'est d'ailleurs un petit peu en lien avec la première question, puisque ça concerne évidemment la gestion de programme. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le regard que vous portez sur cette question? Et est-ce que les dotations d'investissement qui sont mobilisées en premier lieu en cas d'annulation de crédit, est-ce que vous trouvez pertinent que ceux-ci servent à payer des dépenses de fonctionnement de titre 3? Parce qu'au sein de cette commission, nous sommes extrêmement attentifs à faire ce distinguo entre les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. Et là, on a vraiment l'impression qu'on est dans une situation, en réalité, en raison des difficultés que rencontre votre ministère, on part au plus pressé, on se préoccupe du fonctionnement et on délaisse assez singulièrement la question de l'investissement. Et d'ailleurs, ces errements, si vous me permettez cette terminologie, continue puisque le décret d'avance du 2 juin 2016, dont nous avons parlé il y a peu, procède à 50 millions d'euros d'annulation sur le budget de la justice, dont 30 millions de moyens de fonctionnement et d'investissement de l'administration pénitentiaire. Donc, Madame la directrice de l'administration pénitentiaire, vous êtes évidemment la première concernée. La capacité réelle des établissements pénitentiaires qui était passée de 48 021 places au 1er janvier 2002 à 57 236 places au 1er janvier 2012 stagne en réalité depuis. C'est-à-dire qu'en fait, il y a là une situation où on voit bien qu'on a un palier. Depuis 2012, pas d'augmentation du nombre de places. Cette situation intervient alors que la contrainte pénale, qui avait été la mesure phare mise en place par Madame Taubira, est un échec et que le nombre de détenus n'a jamais été aussi élevé dans les prisons françaises, puisque nous atteignons aujourd'hui 68 000 personnes incarcérées au 1er mai 2016, ce qui est un record historique si on le compare ne serait-ce qu'au 1er janvier 2012 où nous étions à 64 700, donc une augmentation de quasiment 4 000 détenus de plus. Et pour aller vite, se pose aussi la question évidemment des frais de justice et des moyens de fonctionnement. On note là des charges réelles qui sont non comptabilisées. D'ailleurs, c'est un point qui est également noté par la Cour des comptes. L'exécution budgétaire 2015 avait déjà réservé des surprises puisque les frais de justice étaient plus importants qu'initialement prévu. Et là aussi, est-ce que vous savez si le gouvernement va enfin avoir l'intention de doter la justice judiciaire de moyens de fonctionnement et des frais de justice qui soient en adéquation avec les besoins, même si mon prédécesseur, rapporteur spécial du budget de la justice, indiquait qu'il fallait sans doute aussi développer l'aide juridique, enfin non seulement l'aide juridictionnelle, mais aussi avoir recours à des incitations pour que nos concitoyens prennent des assurances, pour que tout ne soit pas à la charge, évidemment, de l'aide juridictionnelle. Et puis, j'en viens à l'exécution 2016, et ce sera, je dirais, les dernières questions sur l'exécution 2016. D'abord, est-ce que vous pouvez nous faire le point sur les réserves qui avaient été exprimées en janvier 2016 par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, le CBCM, lors de l'examen de la programmation budgétaire initiale pour 2016. Donc, il y avait des réserves d'émises. Quelles sont aujourd'hui vos analyses et vos commentaires par rapport à ces réserves du CBCM? Deuxième question au titre de l'exécution 2016. Est-ce que là aussi, vous pouvez nous faire le point sur l'état le plus récent de l'exécution, notamment établi lors de la revue de printemps de l'exécution budgétaire qui vient d'avoir lieu?
Est-ce que vous considérez que les crédits sont suffisants ou est-ce qu'il convient d'avoir là aussi éventuellement en cours d'exécution budgétaire un peu plus tard des mesures de dégel? Est-ce qu'il y a des choses en cours à cet égard? Parce que nous allons évidemment préparer le budget 2017, mais avant de préparer le budget 2017, pour nous, il est important qu'on ait une bonne vision, évidemment, de ce qui se passe actuellement en exécution 2016. Et troisième question, la Cour des comptes indique dans sa note d'exécution budgétaire pour 2015, elle avait critiqué en 2014 l'augmentation des reports de gestion vers l'exercice suivant, qui était passé de 16 millions d'euros en 2013 à 48 millions d'euros en 2014. Apparemment, en 2015, les reports de crédit vers 2016 atteignaient 54 millions d'euros. Là aussi, on voit bien que c'est un artifice qui avait été utilisé. Est-ce que vous pouvez nous indiquer où vous en êtes à cet égard? Et là aussi, est-ce que ces reports de charges de l'exercice 2015 sur l'exercice 2016, est-ce qu'ils ne risquent pas de dégrader encore votre exécution 2016? Je vous remercie. Merci.